de l'Association internationale du Congo, tel que vous le voulez, Léopold II, mais le Congo et les Américains ont été les premiers à parler du Congo en termes d'État. Ils ont dit, nous reconnaissons les drapeaux là, comme les drapeaux d'un gouvernement ami. Ainsi donc, dans l'histoire... C'est à travers le Sénat et le Congrès. Les congrès américains, les Sénats, il y a eu des débats dans l'arène politique américaine, des Congo Questions, comme on dit. Est-ce qu'il y a des traces dans l'histoire de ce que vous affirmez? Voilà, il y a par exemple ce livre ici qui est écrit par Hochschild. 6 Américains sur 10 lisent ce livre avant de venir ici. Hochschild démontre que, en fait, le Congo, c'est un État kafkaïen, une absurdité politique, parce qu'il écrit en 1997, lorsqu'il y a les atrocités à l'Est. Et donc, il dit que le Congo est né de la cupidité du président Chester Arthur, qui est le 21e président des États-Unis, qui avait été corrompu par Chester Arthur avec l'argent de Léopold II, avec des oranges. Donc, le Congo serait né de la corruption avec les oranges et le vin. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que Chester Arthur, c'était... Ça, c'est un affront. Non, mais Chester Arthur, c'était un abolitionniste qui était convaincu que non seulement on devait reconnaître le droit de l'Association internationale du Congo au Congo, mais qui était convaincu que les Noirs devaient former leurs propres États. Les Américains ont été les premiers, sur base de leur propre expérience du Libéria. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a aujourd'hui au Libéria une tribu qui s'appelle les Congo Tribes. Les Congo Tribes, c'est les Congolais. Les Congo Tribes, c'est les Congolais, la cargaison des Congolais et des esclaves que les Américains et les Anglais ont pris quand on a interdit l'esclavagisme, qu'ils ont débarqué au Libéria, et aussi les Américains qui sont rentrés par le fait de American Colonization Society, qui a soutenu également le projet congolais. Et donc les Américains sont les premiers à utiliser les concepts de gouvernement. Ils ont sauvé le Congo en déclarant qu'il est un État, en parlant du Congo en termes de gouvernement. Les Américains ont été les premiers à utiliser les concepts de gouvernement appliqués au Congo. Vous pensez et c'est pas que les Belges, c'est pas les Français, c'est pas les Allemands. Congo de la débâcle, de la disparition. Vous parlez de balkanisation. Vous pensez qu'ils n'aient pas changé d'avis? Je pense qu'ils n'ont pas changé d'avis. C'est pas une politique du gouvernement américain. C'est pas une politique du gouvernement américain. Nulle part vous allez trouver les éléments d'une politique américaine de désintégrer le Congo. Évidemment, il y a toujours des compagnies, des privés qui utilisent des filières congolaises d'ailleurs et des pays voisins pour le pillage des ressources, ça on ne peut pas nier. Mais en 1960 encore, il ne faut pas oublier que c'est l'impulsion du gouvernement Eisenhower et du gouvernement, bien qu'on ait dit qu'Eisenhower aurait autorisé la mort de Lumumba. Et donc ces impulsions, notamment de Kennedy, démocrate, avait soutenu Mordicus qu'il fallait qu'il y ait unité. Il fallait que Gizenga, qui avait déjà proclamé la République populaire du Congo à Kisangani, il fallait qu'il fasse partie du gouvernement qui allait être formé à Kinshasa. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y avait déjà la sécession katangaise et la République populaire du Congo, que le gouvernement Kennedy est intervenu pour qu'il y ait l'unité du Congo. Et donc, il faut nuancer la thèse de la balkanisation par rapport aux Américains. Il y a certes les gangstérismes militaires, au Rwanda, en Ouganda surtout, et peut-être d'autres pays, mais il faut mettre dans une perspective historique la thèse de la balkanisation, surtout en démontant ou en démontrant les caractères fallacieux des thèses soutenues par Hochschild notamment. Alors, on peut vous renvoyer justement à la lecture de ce livre, mais qui va sortir uniquement, en fait, premièrement en anglais, et ensuite ça sera en langue française et nous le dira, Diplomatie américaine, le deuxième chapitre, et menace de la désintégration du Congo. Eh bien, le message a été donc donné. Au chapitre 3, justement, vous parlez de la construction d'un État développementaliste. Que dites-vous concrètement dans ce chapitre? Et donc, je m'inspire simplement des thèses qui avaient été défendues lorsque la question congolaise était débattue au Congrès et au Sénat en 1883. Et donc, l'idée, c'était justement d'un État, l'idée qui a été également soutenue notamment par l'arche intellectuel américain noir Booker T. Washington, qui fut à l'époque le président de Congo Reform Association. C'est la thèse d'un espace d'existence collective créé par les Noirs, géré par les Noirs, pour leur propre développement. Et donc le projet d'un État développementaliste, c'est un projet dont les bribes, les phases élémentaires des réalisations sont encore invisibles jusque-là. Et donc c'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons fait la transition, mais nous devons quitter le mental de la transition pour aller vers la phase d'une véritable transformation du Congo en un État de développement. Parce que sur le plan anthropologique, c'est le développement de l'ontos, le développement de l'être qui génère le développement socio-économique. Et donc, on peut voir également les indices, quand on vous dit que les indices de développement humain
voilà, c'est pas très significatif, etc. Bien que, sous Kabila, ça c'est scientifique, l'indice de développement humain sous Kabila ne fait que grimper. Mais il n'a pas encore atteint ce seuil-là où on peut dire que, évidemment, il y a l'impact sur le plan socio-économique. Mais la problématique de la création d'un État développementaliste demeure. Un État dans lequel les citoyens vont trouver les conditions minimales de leur éclosion en tant qu'être pensant, en tant qu'être capable de création et de créativité. Au chapitre 4, M. Kebaso-Babou, vous parlez de la rationalité du nouveau projet États-Unis d'Amérique avec le Congo. Quelle est donc cette rationalité? Les États-Unis sont-ils conscients de ce que vous dites? Voilà. L'une des difficultés, c'est le fait que pendant les années, nous n'avons pas été en mesure d'articuler une vision, une ambition de la transformation du Congo qui soit intelligible chez les Américains. Quand vous allez dans les académies américaines, parce que vous savez, les anglo-saxons, ils fonctionnent, les politiques anglo-saxons et américains en particulier travaillent en s'inspirant de ce qui est dit dans les universités. Et donc, il y a une image négative du cœur de ténèbres au Congo qui persiste encore dans les universités américaines. Et donc, l'Amérique aujourd'hui, c'est un pays dont les produits intérieurs bruts, disons, la croissance est peut-être, disons, est plate, à 1% peut-être, et le chômage à 9,5%, et la dette extérieure à plus de 14 000 milliards. Et donc, le Congo est comme une sorte de planète sous-exploitée, mais que les Américains ne veulent, dans laquelle cette planète, donc, les Américains ne veulent pas intervenir de manière assez robuste, parce qu'ils disent non, il n'y a pas la justice, non, il y a la criminalité, non, l'armée est faible, etc. Et donc, là-dedans, on dit qu'il faut un partenariat, un nouveau partenariat, comme on appelle dans un win-win scénario, dans lequel les Américains trouveraient leur compte et les Congolais trouveraient leur compte par l'apport de la technologie, par l'apport de l'expérience, par l'apport de ressources. Aujourd'hui, on les voit avec Tenke Fungurume, comme je l'ai dit, Freeport-McMoran au Katanga, qui, en moins de 5 ans, a déjà généré plus de 500 millions de dollars de taxes et revenus pour l'État congolais. Et c'est le plus grand investissement privé dans l'histoire du Congo, avec plus de 2 milliards de dollars. S'il y a plusieurs Tenke Fungurume au Congo, s'il y en a même 10, vous voyez, c'est 20 milliards de dollars, et même plus. Je pense qu'en ce moment-là, les Congos vont connaître une croissance très accélérée et une reconstruction qui soit expansive. Nous devons en arriver là. J'espère que vous n'êtes pas pro-américain avec un agenda caché. C'est une petite boutade. Oui. Au 5e chapitre, monsieur l'auteur, vous dites la vision et la synergie. Vous parlez justement de la vision, de la synergie pour un nouveau Congo. Quelle vision et comment donc arriver à cette synergie? Voilà, nous sommes un pays, regardez-moi, gouverneur, j'ai eu l'occasion, j'ai béni Dieu pour cela, j'ai eu l'occasion de faire des tournées d'inspection et j'ai vu un niveau de dévastation époustouflant, les niveaux donc. Et donc, il y a des coins au Kassai occidental comme à Yangala, où les gens ont perdu pratiquement l'essence de l'État. Ils vivent comme ceci, comme, disons, d'une manière où ils sont pratiquement coupés du reste du pays. Vous leur posez des questions sur les premiers ministres, sur le Congo, les gens vivent dans un autre monde. Et donc, il nous faut une démarche de reconstruction avec des partenaires qui ont une histoire splendide de la transformation d'un espace sous-exploité en une véritable puissance étatique. L'OTAN est en train de nous faire la course, justement. Il coule très vite. Au 6e chapitre, nous allons terminer bientôt. Mobilisation des ressources au-delà d'un budget national limité. C'est ce que vous dites au 6e chapitre. Comment mobiliser les ressources? Voilà, nous avons vu pour d'autres pays l'expérience des autres pays qui ont été dévastés par des guerres, en Iran, en Irak, en Afghanistan, en Yougoslavie, etc. On a vu que les citoyens de ces pays-là ont fait une synergie avec les leurs qui sont à l'extérieur. Et je pense que, parce que les livres s'adressent aux policy makers, aux décideurs américains, aux académiciens américains, parce que le Congo, aux États-Unis, dans l'imagerie collective, dans la conscience collective américaine, le Congo, c'est toujours un État kafkaïen. Et donc, c'est pour démontrer que c'est possible de construire un Congo nouveau, non seulement avec l'État congolais, dont les capacités sont encore très faibles, mais il y a moyen de créer une synergie avec la diaspora congolaise, avec les universitaires américains, pour transformer en fait l'image du Congo dans l'entendement américain. Mais dans un contexte de la globalisation, de la mondialisation, comment
donc rendre un Congo compétitif. Voilà, les concepts. Je propose ici un nouveau concept qu'on appelle Charter City, qui est initié par l'académicien Paul Romer, qui consiste à dire, dans un pays qui est dévasté à grande échelle, parce que ce que nous voyons, le boulevard, c'est bien, alléluia, praise the Lord. Mais c'est peut-être 3% de ce qu'il faut. Parce que à Drodro, à Yangambi, il y a des gens qui ont été propulsés par la dévastation dans une ère, dans une phase précoloniale. Et donc, il faut créer des espaces de développement, ce qu'on appelle les Industrial and Business Districts. Nous sommes un pays anglophone, plutôt francophone. Non, mais écoutez... Vous publiez en anglais. Je publie en anglais parce que... À qui est-ce que ce livre s'adresse, le vrai destinataire de votre ouvrage? Soyons réalistes sur le plan de l'histoire du développement même du monde et de l'humanité. La France n'a pas créé, en dehors de la France elle-même, elle n'a pas créé une puissance mondiale. Les anglo-saxons ont créé l'Amérique, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Et donc c'est la langue de puissants. Il faut utiliser les langages des puissants pour leur parler, pour leur faire comprendre un certain nombre de choses, des choses que nous n'avons pas été à mesure d'élaborer, d'éclairer, de structurer pendant des années. Il faut parler aux Américains d'une manière qui leur soit intelligible. Il faut parler dans leur langue, dans leur concept et selon leur prisme. Merci. Hubert Kabasouba Boukatolondi, j'espère que dans les langues congolaises, en français, ça pourra intervenir après. Bon, après, mais l'une des idées, c'est aussi d'adopter l'anglais comme une deuxième langue administrative, un peu comme au Cameroun. Et ça viendra peut-être plus tard, mais c'est important parce que, voilà, c'est la langue de puissance. C'est un peu comme les latins. C'est comme vouloir apprendre les latins pour mieux coopérer avec les romains. Merci. Hubert Kabasouba, je rappelle que vous êtes écrivain, c'est en cette qualité que je vous ai reçu pour justement parler de votre ouvrage qui va donc paraître bientôt. Ça sera le 14 septembre aux États-Unis d'Amérique, dans les Michigan. Le livre est intitulé « La création de l'État du Congo aux États-Unis, page d'histoire oubliée ». Un nouveau projet, un livre que vous aurez le plaisir de compulser pour ceux qui comprennent bien l'anglais et français ultérieurement. Tout le plaisir était pour nous. Très bonne suite de programme sur votre chaîne Télé 50.